Eh bien voilà, on continue cette petite avancée à travers ces ouvrages-là que j'ai chinés aujourd'hui. Et j'en lis une petite partie, enfin une petite, j'en lis soit la quatrième de couverture, soit le début, soit un petit bout de la préface, juste comme alibi pour parler d'autre chose, pour parler de, de la mécanique universelle, donc de la théorie que je développe, selon laquelle l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. La paix universelle, l'extase, voilà, un fonctionnement universel, la fin de, des antagonismes, la fraternité absolue, etc., etc. Donc, ça, c'est la théorie que je défends. Ben, on va prendre celui-ci. Trinuang Tuan. Alors, j'ai entendu parler de lui. J'ai rien lu de lui, mais ah ben voilà, c'est intéressant. Alors, on va lire la quatrième de couverture. Alors évidemment que sur la théorie de la mécanique universelle, si je dis que l'humanité va vers son ultime perfection, j'ai essayé de le démontrer mécaniquement, hein, techniquement, de façon logique. Et cette perfection, cet état de perfection qui viendra dans quelques siècles, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on n'est pas loin de cet état-là. On a fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui. La plus grande partie du travail a été accomplie sans le savoir. On ne savait pas ce qu'on réalisait. Mais en réalité, on réalisait cette, ce désir de perfection, cette intention, cette appétence, je ne sais pas comment on pourrait dire, ou cette finalité obligatoire, on le travaillait sans le savoir. Bientôt, on va prendre conscience de ce qu'on est en train de faire et donc on sortira du modèle antagoniste qui est l'évolution par inconscience. On ne sait pas ce qu'on construit, donc on est dans le système dominant-dominé, on n'arrive pas à gérer tous ces trucs-là. On veut voilà, être la civilisation qui impose aux autres, on n'écoute pas les autres, voilà, on est dans ce narcissisme, cette, cette incapacité à entendre l'autre parce qu'on ne sait pas ce qu'on construit, parce qu'on n'a pas une, on n'a pas une vision de ce travail commun qu'on réalise sans le savoir. On croit qu'on est ennemis, mais en fait, on est les deux faces. L'Amérique, les États-Unis et les Russes, là, qui se tapent en Ukraine, ils sont les deux faces d'un seul système, d'une seule force, d'une seule, euh, d'une seule activité qui sert l'humanité, l'évolution de l'humanité. À la sortie de cette guerre-là, on comprendra ce qu'elle aura apporté à l'humanité. Comme on aura compris que la guerre 14-18, dans ses ravages inouïs, a obligé l'humanité à faire le concert des nations, à la société des nations. Parce qu'il fallait dire plus jamais ça. Et que le fait de remettre ça, parce qu'on a oublié ce qui s'était passé 10 ans après avec la venue de Hitler, etc., fait la deuxième guerre mondiale qui ravage encore plus, qui est encore pire au niveau de l'idéologie, qui veut éliminer des êtres humains, des groupes d'êtres humains, les juifs, les tziganes, les handicapés, etc., etc. Et cetera. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'il faudra que je creuse dans une des vidéos prochaines. Mais bref, voilà. Et donc à la sortie de ça, ben, on fait le tribunal contre les crimes contre l'humanité. On pose enfin un truc universel, une loi, des lois universelles fondamentales. Et ça sort de cette violence, de cet extrait. Donc, à, à la sortie de ça, on se rend compte à quel point l'humanité, après, derrière
derrière cette catastrophe de 39-45, eh ben, elle a commencé à rentrer dans cette mondialisation, à tisser des liens qui font que maintenant, ben, même si on se bat, on se rend compte à quel point on est tous interdépendants, etc., etc. Bon, bref, tout ça construit l'humanité. Mais là, on le construit de façon inconsciente. Bientôt, il va falloir prendre conscience que nous construisons cette perfection, cet état de perfection future. Donc, il vaut mieux le construire de façon consciente, en disant, bon, ben c'est bon, on arrête de se taper dessus, on travaille de façon symbiotique, en partage, on cherche à la justice maximum, on protège chaque être humain, on travaille vraiment de façon universelle, hein, entre humanité, voilà, et on condamne tout racisme, tout antisémitisme, tout ci, tout ça, toute agression, voilà, on passe sur un autre modèle. Bon, bref. Et donc, évidemment, il y a la plénitude du vide. Bon, bref, je vais lire de Trinh Nguyen, Nguyen Tuan, La plénitude du vide. Alors, ce livre, c'est la plénitude qui m'intéressait, c'est ce titre, La plénitude du vide. J'avais entendu plus ou moins parler de ce physicien, je pense que c'est un physicien, un chercheur, bref, j'avais entendu parler de lui, mais euh, voilà, je ne le connaissais pas. Alors je vais lire ce qu'est la quatrième de couverture. Que ce soit à l'échelle du cosmos, avec le fameux vide intersidéral, ou à celle de l'atome, l'existence et même l'omniprésence du vide est pour l'esprit moderne une évidence. On a du mal à s'imaginer que cette idée a pourtant mis des millénaires à s'imposer. Philosophes et scientifiques, d'Aristote à Descartes, s'attachant à nier l'existence du vide. Ah bon, jusqu'à Descartes, ça je ne savais pas. Et certes, si le vide n'est rien, comment pourrait-il exister? Ben oui, ils avaient du mal, ils ne pouvaient pas. C'était pas une question d'inintelligence, c'était une question ils n'avaient pas la matière de pouvoir voir que dans ce vide, dans ce qui nous paraît vide à l'œil du béotien, il y a des particules, il y a tout un tas de trucs. Et donc, le vide, à ce moment-là, peut émerger en tant que réalité. Avant, ce n'était pas possible. Avec le talent pédagogique qui a fait le succès de ses nombreux ouvrages, dont Le Cosmos et le Lotus, Albin Michel 2011, le célèbre astrophysicien Trinh Xuan Tuan retrace pour nous la grande odyssée du vide. Partant de l'histoire passionnante de l'invention du zéro venu d'Orient, il nous fait vivre la naissance de la science expérimentale avec Galilée et Pascal et nous conduit à travers les théories de la relativité et de la mécanique quantique jusqu'à la physique contemporaine. Celle-ci a montré que le vide n'est pas un néant inerte, puisque des particules éphémères, telles le boson de Higgs, peuvent en émerger. Incroyable. Voilà. Cette fécondité du vide que l'on découvre aujourd'hui rejoint en partie les intuitions des traditions taoïstes et bouddhistes, comme le montre l'auteur à la fin de son ouvrage. Voilà, ça doit être une pure merveille, cet ouvrage-là qui a été écrit, je vais vous le dire tout de suite, en 2016. Voilà. Ben oui, et c'est pourquoi les grandes spiritualités, elles ont des clés. Sauf que comme elles expriment les choses à travers des métaphores ou des façons de s'exprimer poétiques, le, le Dieu est plus près de toi que ta veine jugulaire, dit à travers le Coran. Voilà, on retrouve dans toutes les grandes spiritualités le loup qui se couchera avec l'agneau, l'enfant dans l'Apocalypse, quand le royaume de Dieu se sera imposé,
il n'y aura plus d'antagonisme, il n'y aura plus de violence. Donc c'est dit, mais de façon métaphorique. Donc si on est un peu bête, comme malheureusement une partie de la pensée, je pense à des philosophes qui passent à la télé là et qui gardent ces métaphores, qui reprennent les métaphores au pied de la lettre. C'est aberrant pour contester l'existence de Dieu, pour essayer de prouver leur athéisme, mais avec sans comprendre que cette façon de s'exprimer poétique, d'abord il faut la resituer à son époque, mais en plus elle est magique, quoi. Elle correspond, voilà. Si on s'élève à la métaphore, euh, on comprend la beauté de tout ce qui a été écrit. Et alors, quand j'ai fait quelques lectures de cet ouvrage-là, l'anthologie du soufisme par Eva de Vitré-Meyerovitch, et là on voit à quel point c'est que de la poésie, quoi. Les Rumi, etc. L'amour plane au-dessus des atteintes de l'esprit de l'homme. Il échappe à la réunion, à la séparation. Partout où un être défie l'imagination, l'image est vaine et l'intellection aveugle. Voilà, l'amour chante un cantique au sein du voile. Euh, le voile, l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est le divin, évidemment. Et tout est dans ce truc. Et là, on se rend bien compte quand il parle du boson de Higgs. Le boson de Higgs, certains l'appellent la particule divine, la particule de Dieu. Évidemment que c'est la particule de Dieu, que ça fait partie de la particule de Dieu, que c'est peut-être la particule de Dieu, peut-être. Peut-être que c'est encore plus profond. La particule de Dieu, elle est peut-être encore plus loin dans l'avancée le cœur de la matière. C'est possible. Mais en tout cas, c'était ça. Bon, bref, voilà. Alors, je conseille, mais j'ai l'impression d'être. Je fais comme dans les émissions de télévision. Je ne conseille pas, vous faites comme vous le sentez. Je n'ai pas les moyens de vous conseiller quoi que ce soit. C'est juste un alibi pour parler de la mécanique universelle et éventuellement pour parler de l'autisme, puisque j'ai commencé avec ça sur cette réflexion à travers ces ouvrages-là. Voilà, ben, je pense que je vais arrêter là, j'en ai fait déjà pas mal. Donc j'ai quatre ouvrages, c'est pas mal. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des choses qui vous ennuient, etc. Des façons de... Parce que j'ai pas une grande visibilité justement à cause de de, ce, de l'autisme Asperger. J'ai pas une grande euh, attention à, à ce qui se, à comment sont reçues les choses. Par exemple, j'ai fait ces vidéos euh, en, en marchant sur la voie verte et il y avait un vent pas possible. Et en fait, c'est quasiment inaudible. Et voilà, je fais pas attention vraiment à tout ça, donc n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute et à très bientôt.